position en hauteur, une vue dégagée sur toute la vallée, le site est stratégique. Un premier château est donc construit ici, au cœur de l'Auvergne, dès l'époque mérovingienne. Il est détruit en 767 par Pépin le Bref et son fils Charlemagne en marche pour conquérir l'Aquitaine. Construite en l'an 1000 par la famille de Scoraille, une deuxième forteresse tombe sous les coups des Anglais pendant la guerre de 100 ans. Les Scoraille construisent alors le château actuel, non pas sur les ruines, mais sur le champ de vigne attenant. Alors, le château a été construit à la fin du XVe siècle, sur un champ de vigne, comme son nom l'indique. Et à l'époque de sa construction, il a été conçu comme un petit château fort. De la construction primitive, nous avons encore les tours d'entrée, la tour carrée et le corps de logis principal, dont les murs sont épais. Ce sont des murs en lave, destinés à bien résister aux coups de boutoir. Tout l'inconfort de la période moyenâgeuse a été gommé, si on peut dire, au XVIIIe siècle, en 1750 exactement. Ça a consisté à l'extérieur à combler les douves, à faire des terrasses et à percer des fenêtres sur la façade principale ou à agrandir celles qui existaient, car à l'origine, il n'y avait qu'une grande fenêtre au premier étage et des petites ouvertures munies de barreaux. Au XVIIIe siècle également, on a rajouté cette aile en équerre, en plein midi, pour donner du logement et adoucir l'ensemble. D'autres modifications plus légères interviennent au XIXe siècle. On ajoute une échauguette, un vitrail gothique vient remplacer une des fenêtres du rez-de-chaussée. Lorsqu'ils rachètent le château en 1950, les parents de Bruno du Fayet de la Tour font poser au-dessus de la porte d'entrée le blason de la famille. Nous rentrons dans le château et trouvons tout de suite, sur notre gauche, l'escalier d'honneur. L'escalier d'honneur parce qu'il est le plus large de tous les escaliers de la maison, il y en a 5, il distribue tout le château. C'est un escalier de défense. Je vous explique. Avec cette épée à main droite, comme il n'y avait que des droitiers autrefois, on pouvait, en construisant un escalier dans ce sens, faciliter la défense. Vous voyez, le défenseur a la main libre. Il peut mouliner son épée. Alors que l'attaquant, si je me place à l'inverse, l'attaquant a cette colonne qui le gêne pour attaquer. Vous voyez, d'où l'utilité de ces escaliers de défense. Cela ne faisait pas gagner une guerre, mais c'était un petit plus aux défenseurs qui pouvaient éventuellement sauver le château. Nous sommes en haut du château de la Tour Carrée et nous venons de rentrer dans ce que la tradition locale a appelé la salle de justice. En effet, les seigneurs de Scoraille ont eu jusqu'à la Révolution le droit ou la charge, si on peut dire, parce que ça ne doit pas être très intéressant et amusant, d'arbitrer les litiges entre les gens du coin. Cette salle d'archives a été richement décorée au XVIe siècle par des peintures murales avec la frise qui représente des scènes de chasse dans un décor typiquement flamand, très vivante, représente des gibiers, des chasseurs, etc. Mais surtout, toute différente est la voûte qui a été repeinte à la fin du XVIe siècle et à l'occasion du passage d'un peintre italien. Ces peintures circulaires, ou tondeaux, sont caractéristiques de la Renaissance, tout comme ces personnages phytomorphes dont les formes se confondent avec l'environnement végétal. Si Bruno de la Tour voulait faire restaurer ces peintures aux couleurs altérées par le temps, il lui en coûterait 30 000 € pour la simple étude préalable. Impossible de l'envisager pour le moment.
au XVIIIe siècle, les descendants d'Escorail, qui sont alors les Dumières, 1750, ne se contentent plus de l'inconfort du château et vont faire des grands aménagements. Et intérieurement, ils vont séparer en deux cette grande pièce, la grande salle du château, qui faisait 15 mètres de long, 7 mètres de large et 5 mètres de haut. Ils vont la couper en deux pour avoir enfin une salle à manger, puis un salon, et pouvoir recevoir, car l'habitude se prend à cette époque-là de recevoir. Alors, on a de cette époque ces magnifiques boiseries que vous voyez notamment ici pour des placards qui montent à 4,60 m de haut et qui sont en pur Louis XV, en chêne, qui donne beaucoup de place au logement de la vaisselle, comme vous le voyez, toutes ces étagères. Alors cette salle à manger, on s'en sert très peu, je dois dire. D'abord parce que nous sommes dans le grand corps de logis qui est ouvert à la visite, donc les repas sont un peu précipités car les visites recommencent à 14 h en été. Et puis en hiver, il y a un tel volume à chauffer que c'est pratiquement inchauffable. Alors pour les très grandes occasions, nous investissons cette pièce qui a beaucoup de charme et où, quand j'étais enfant, nous prenions tous nos repas. Alors voilà la deuxième partie de la grande salle, de l'ancienne grande salle du château, c'est le salon. Et comme la salle à manger, il a été soigné au XVIIIe siècle, sous Louis XV. Et par exemple, cette façade de boiserie est très belle, très riche en sculpture. Cette cheminée en bois sculpté, puis ce trumeau en bois doré à la feuille d'or, surmonté d'une très sympathique petite peinture sur bois de l'école française. C'est une petite allusion au château de la Vigne, car si on regarde de près, c'est une scène galante qui se passe dans une vigne. Elle est même assez galante, de près, vue de près. Nous voici dans la chapelle du château. C'est une pièce importante de la maison et elle a vu de très nombreux événements pendant des siècles, des événements familiaux, mariage, baptême, etc. Malheureusement, au XIXe siècle, elle a été désaffectée et les peintures qui sont au-dessus de votre tête, sur cette voûte gothique, avaient entièrement disparu car on les avait recouvertes d'épaisses couches de plâtre qui faisaient disparaître à la fois les nervures et arcades gothiques, mais également ces peintures de la fin du XVe siècle. Et il y avait des papiers qui disaient qu'il y avait des peintures murales intéressantes, mais très abîmées. Et un soir d'hiver, où j'avais pas grand-chose à faire, à l'époque où je vivais toute l'année ici, j'ai gratté et j'ai trouvé des couleurs et des formes. J'en ai averti évidemment les Bâtiments de France tout de suite, et ils m'ont autorisé à dégager. Avec mon épouse, nous avons dégagé 6 tonnes de différents matériaux, stucs, gravats, différentes couches qui cachaient ces peintures. Et nous avons redécouvert, les uns après les autres, ces anges porteurs des instruments de la Passion du Christ que vous avez sous les yeux et que, grâce à des aides du département et de l'État, nous avons fait restaurer. C'est dans cette chapelle qu'a été baptisé le dernier des 13 petits-enfants de Bruno et de son épouse Anne. Les Fayet de la Tour ont élevé ici 6 enfants, tous très attachés au château. Il ne fait donc aucun doute que la vigne restera encore quelques années dans la famille. Nos enfants ont grandi ici. Ils sont nés ici, à Aurillac ou à Clermont-Ferrand. Et ils ont vécu leur petite enfance. Je les sens très attachés au château, parce qu'ils ont tous leurs souvenirs d'enfance, encore plus que moi d'ailleurs. Mais ils sont très attachés.
parce qu'il y a eu aussi des événements familiaux. Nos 2 filles aînées se sont mariées ici. Ce sont des choses qui attachent profondément.